Quand j'ai frappé à la porte de ma propre fille, après 43 ans d'absence, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Mon père est mort pour moi depuis longtemps, monsieur. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle avait raison. Georges Dumont était effectivement mort en 1982. Mais Paul Marchand était là, devant elle, avec dans les mains une vieille boîte en bois qui contenait la vérité sur pourquoi j'avais choisi de disparaître de leur vie. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire d'où regardez-vous cette vidéo. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Tout a commencé il y a 43 ans, quand j'étais encore Georges Dumont, architecte à Dijon. J'avais 38 ans, une femme magnifique qui s'appelait Isabelle et 2 enfants extraordinaires, Héloïse, 16 ans, brillante comme un soleil, et Laurent, 12 ans, curieux de tout. Nous vivions dans une belle maison bourgeoise rue des Forges, avec ce grand jardin où Laurent construisait des cabanes et où Héloïse lisait ses livres de philosophie. Déjà à cet âge-là, je pensais que ma vie était tracée, vous savez. Mon cabinet d'architecture marchait bien, nous avions des projets, des rêves. Isabelle parlait déjà de voir nos enfants se marier, d'avoir des petits-enfants. Moi, je dessinais des maisons pour les autres en rêvant de celles que nous aurions un jour, plus grandes, avec une bibliothèque pour Héloïse et un atelier pour Laurent. C'était le mois de mars 1982. Je m'en souviens parfaitement, parce que les bourgeons commençaient à pointer sur notre tilleul. Isabelle avait préparé ce gigot au flageolet qu'elle faisait si bien. Et nous étions tous les 4 autour de la table. Héloïse nous parlait de ses cours de philo, elle venait de découvrir Sartre et elle était tout feu tout flamme. Laurent, lui, nous montrait ses derniers dessins de machines volantes impossibles. Un dimanche ordinaire d'une famille ordinaire. Si j'avais su que c'était notre dernier dîner tous ensemble, j'aurais gravé chaque seconde dans ma mémoire. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec le docteur Béranger pour des résultats d'analyse. Rien d'inquiétant, pensais-je. Quelques vertiges, des maux de tête, de la fatigue. À 38 ans, on se dit que c'est le stress, le travail. Le cabinet tournait bien, peut-être trop bien. J'enchaînais les chantiers, les réunions avec les clients. Isabelle me reprochait de rentrer tard, de moins jouer avec les enfants. « Tu vieillis, Georges », me disait-elle en riant. Elle ne croyait pas si bien dire. Le docteur Béranger m'a reçu dans son bureau austère, rue de la Liberté. Un homme que je connaissais depuis 15 ans, qui avait aidé à la naissance de mes enfants, qui soignait leurs angines et leurs otites. Quand je suis entré, son visage était grave. Pas le visage du médecin de famille que je connaissais, mais celui d'un homme qui s'apprête à détruire une vie. « Georges, asseyez-vous », m'a-t-il dit. Sa voix était différente, plus douce, comme quand on parle aux enfants malades. J'ai su tout de suite que quelque chose clochait. Il avait étalé devant lui mes analyses sanguines, des radiographies, des documents que je ne comprenais pas. « Nous avons trouvé quelque chose dans vos examens, quelque chose de particulier. » Particulier. Le mot résonne encore dans ma tête 43 ans plus tard. Le docteur Béranger m'a expliqué que j'étais atteint d'une maladie génétique extrêmement rare, la maladie de Huntington précoce. À l'époque, en 1982, on en savait encore peu. Ce qu'on savait, c'était que c'était incurable, dégénératif et héréditaire. Une chance sur 2 pour chaque enfant de l'attraper. Une chance sur 2 de voir Héloïse et Laurent finir comme moi. Combien de temps ? J'ai demandé. Ma voix tremblait déjà. Difficile à dire précisément. 10 ans, peut-être 15. La maladie évolue lentement au début, puis... Il n'a pas fini sa phrase. Il n'avait pas besoin. Mais le pire, le plus atroce, c'était la suite. Le docteur Béranger m'a expliqué que mes enfants pouvaient être porteurs sans le savoir, qu'ils pouvaient transmettre la maladie à leurs propres enfants, qu'il faudrait les faire tester, qu'ils passeraient leur vie dans l'angoisse d'attendre les premiers symptômes, qu'ils regarderaient leur père dépérir lentement, perdre sa motricité, sa parole, sa dignité. Il y a des associations, des groupes de soutien, a continué le docteur.
Votre femme et vos enfants auront besoin d'aide psychologique. La maladie ne touche pas que le patient, elle détruit toute la famille. Détruit toute la famille. Ces mots ont tourné dans ma tête pendant des heures. Je suis sorti de ce cabinet comme un fantôme. J'ai marché dans Dijon sans but, sans voir les gens, sans entendre les bruits. Mes pieds m'ont mené jusqu'au parc de la Colombière, où j'avais l'habitude d'emmener les enfants quand ils étaient petits. Je me suis assis sur notre banc préféré, celui près de l'étang, et j'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré de ma vie. Pendant des heures, j'ai imaginé les scénarios. Dire la vérité à Isabelle, voir son visage se décomposer. Expliquer à Héloïse et Laurent qu'ils avaient une chance sur deux d'avoir hérité de cette maladie maudite. Les regarder vivre dans la peur, passer des tests génétiques, surveiller le moindre tremblement, le moindre oubli. Les voir me regarder dépérir, devenir un légume, une charge. Et puis j'ai pensé aux petits-enfants. Si Héloïse ou Laurent étaient porteurs, leurs enfants aussi seraient à risque. Cette maladie pourrait détruire ma descendance sur des générations. Ma petite Héloïse, si brillante, si pleine de vie, qui rêvait d'enseigner la philosophie, pourrait passer sa vie à attendre la maladie. Mon Laurent, avec ses rêves d'ingénieur, pourrait transmettre ce poison à ses propres enfants. Non, je ne pouvais pas leur faire ça. C'est là, sur ce banc, que Georges Dumont a commencé à mourir, et que Paul Marchand est né. Je suis rentré à la maison ce soir-là avec un calme qui a surpris Isabelle. « Alors, ces analyses ?» m'a-t-elle demandé en m'embrassant. « Rien de grave, juste de la fatigue. » J'ai répondu. C'était mon premier mensonge. Il y en aurait beaucoup d'autres. Les jours suivants ont été les plus durs de ma vie. Continuer à vivre normalement en sachant. Embrasser mes enfants en sachant que c'était peut-être les derniers baisers qu'ils recevraient de leur père. Écouter Héloïse me parler de ses projets d'études en sachant qu'elle ne me verrait peut-être jamais les réaliser. Regarder Laurent dessiner ses inventions en sachant qu'il ne saurait jamais si son père était fier de lui. Mais le plus dur, c'était de voir Isabelle planifier notre avenir. Elle avait trouvé une maison plus grande à Chenôve, avec un grand terrain. « Pour quand Laurent sera adolescent ?» disait-elle. « Et puis Héloïse aura sa chambre d'étudiante quand elle ira à la fac. » Elle parlait de nos futurs voyages, de nos vieux jours ensemble. Comment lui dire que je ne verrai peut-être jamais mes 45 ans? J'ai passé 2 semaines à réfléchir, 2 semaines à chercher une solution qui n'existait pas. J'ai consulté d'autres médecins sous de faux prétextes. J'ai lu tout ce qu'il y avait à lire sur la maladie de Huntington. Plus j'apprenais, plus j'étais convaincu qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire. Disparaître. Vous allez me dire que c'était de la lâcheté, que j'aurais dû affronter la maladie en famille, que l'amour peut tout surmonter. Mais vous n'avez jamais regardé vos enfants de 16 et 12 ans en sachant qu'ils ont une chance sur 2 d'avoir hérité d'une maladie qui va les détruire. Vous n'avez jamais eu à choisir entre leur bonheur et votre présence. La maladie de Huntington, ce n'est pas juste mourir, c'est mourir petit à petit, devant sa famille, en perdant tout ce qui fait de vous un être humain. C'est voir vos proches vous regarder avec pitié, puis avec dégoût, puis avec soulagement quand enfin vous n'êtes plus là. C'est condamner vos enfants à vivre dans la terreur d'attendre les premiers symptômes. Si je restais, Héloïse et Laurent passeraient leur vie à me surveiller, à surveiller leur propre corps, à surveiller leurs futurs enfants. Ils ne pourraient jamais vivre insouciants, libres, heureux. Ils seraient prisonniers de ma maladie. Mais si je partais, si je disparaissais complètement, ils pourraient me haïr, me maudire, m'oublier. Ils auraient le droit d'être en colère, d'être blessés. Mais ils seraient libres. Libres de vivre sans cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Libres de fonder des familles sans se poser de questions. Libres d'être heureux. L'idée a germé lentement. Changer d'identité, recommencer ailleurs, devenir quelqu'un d'autre. En 1982, c'était plus facile qu'aujourd'hui. Pas d'internet, pas de caméra partout, pas de traçabilité électronique. Avec mes connaissances administratives liées à mon métier d'architecte, je savais comment faire.
J'avais de l'argent de côté, des contacts. Je pouvais devenir Paul Marchand, un homme sans passé, sans famille, sans maladie génétique à transmettre. Pendant 3 semaines, j'ai tout organisé. J'ai vendu discrètement quelques biens, liquidé des placements. J'ai préparé de faux papiers d'identité. Un ami d'enfance qui travaillait en préfecture m'a aidé, pensant que je voulais échapper à des ennuis financiers. J'ai trouvé une petite maison à louer à Brest, en Bretagne, assez loin pour ne jamais croiser quelqu'un de Dijon par hasard. Le plus dur était d'organiser ma propre disparition de manière crédible. Il fallait que ma famille puisse me haïr proprement, se reconstruire sans moi. J'ai créé de fausses dettes, de faux problèmes professionnels. J'ai fait en sorte qu'on puisse croire que Georges Dumont avait fui ses responsabilités, qu'il était un lâche, un égoïste. La dernière semaine a été un calvaire. Regardez Isabelle préparer ses cours. Elle enseignait l'histoire au lycée Carnot en me demandant si j'allais bien. « Tu es bizarre ces temps-ci, Georges. Tu es sûr que tout va bien au cabinet ?» Mentir encore et encore. « C'est juste la fatigue, ma chérie. Ça va passer. » Héloïse préparait son bac de philo. Elle me demandait mon avis sur Kant, sur Nietzsche. « Papa, tu crois qu'on peut vraiment choisir sa destinée ?» Une question qui m'a transpercé. Si elle savait à quel point j'étais en train de choisir la sienne. Laurent avait construit une nouvelle cabane dans le jardin. « Papa, tu viendras voir quand elle sera finie. J'ai mis un système de poulies pour monter les provisions. » J'ai promis, en sachant que je ne serais plus là. Le dernier soir, le 15 avril 1982, j'ai regardé ma famille dîner. Vraiment regardé. Le rire d'Héloïse quand Laurent racontait une bêtise de ses copains de classe. La façon dont Isabelle coupait la tarte aux pommes en faisant des parts égales. Les gestes simples d'une famille heureuse. J'ai gravé chaque détail dans ma mémoire. Cette nuit-là, j'ai écrit 3 lettres. Une pour Isabelle, une pour Héloïse, une pour Laurent. Des lettres courtes, volontairement froides, cruelles même. Je leur expliquais que je partais, que je ne reviendrais jamais, que je ne les aimais plus, que j'avais besoin de liberté, que la vie de famille m'étouffait. Des mensonges atroces pour qu'ils puissent me détester et passer à autre chose. Je n'ai pas dit que j'étais malade. Je n'ai pas parlé de la maladie de Huntington. Je n'ai pas expliqué que je les aimais tellement que j'étais prêt à mourir pour eux une 2e fois. Comment expliquer un sacrifice que personne ne peut comprendre? Le 16 avril au matin, je me suis levé avant l'aube. J'ai regardé Isabelle dormir une dernière fois. J'ai embrassé Héloïse et Laurent sur le front, très doucement pour ne pas les réveiller. Je leur ai murmuré que je les aimais, sachant qu'ils ne m'entendraient pas, mais ayant besoin de le dire quand même. J'ai posé les lettres sur la table de la cuisine, à côté du bol de café d'Isabelle. J'ai pris ma petite valise et je suis parti. Dans la rue des Forges, je me suis retourné une dernière fois vers notre maison. J'ai vu la fenêtre de la chambre d'Héloïse, celle de Laurent. J'ai imaginé leur réveil dans quelques heures, leur découverte des lettres, leur effondrement. Georges Dumont est mort ce matin-là, sur le trottoir de la rue des Forges. Le voyage jusqu'à Brest m'a pris la journée entière. Dans le train, j'ai déchiré mes papiers d'identité, mes cartes professionnelles, tout ce qui rattachait à ma vie d'avant. À la gare de Brest, j'étais officiellement Paul Marchand, homme seul de 38 ans, sans famille, sans passé. Les premiers mois ont été terribles. Pas à cause de la solitude, j'avais choisi cette solitude, mais à cause du manque d'Isabelle, de sa voix qui chantonnait en préparant le petit déjeuner, manque d'Héloïse et de ses questions impossibles sur le sens de la vie, manque de Laurent et de ses rires quand on regardait Goldorak ensemble. Je me suis installé dans une petite maison rue de Siam, dans le quartier de Recouvrance. Un 2 pièces modeste, avec vue sur le port. J'ai trouvé un travail d'employé dans une entreprise de BTP, loin de l'architecture, loin de tout ce qui pouvait me rappeler ma vie d'avant. Mes collègues me trouvaient discret, poli, efficace. Personne ne posait de questions sur mon passé. En Bretagne, on respecte les silences. Pendant des mois, j'ai vécu comme un automate. Travail, courses, sommeil, pas de télé, trop peur de voir des nouvelles de Dijon, pas de journaux, pas de contact avec l'extérieur,
Je voulais que Georges Dumont reste mort pour de bon. Mais la nuit, dans mon petit lit breton, Georges remontait à la surface. Je rêvais d'Héloïse qui passait son bac, de Laurent qui grandissait sans père, d'Isabelle qui pleurait en lisant mes lettres cruelles. Je me réveillais en sueur, rongé par la culpabilité, mais convaincu d'avoir fait le bon choix. La maladie, elle, suivait son cours. Les premiers symptômes sont apparus vers ma 40e année. Des tremblements légers dans la main gauche, que je cachais en gardant toujours cette main dans ma poche. Quelques troubles de l'équilibre, que j'attribuais à la fatigue. Des difficultés de concentration, que mes collègues mettaient sur le compte de la timidité. Paul Marchand était discret par nature, disait-il. Il ne savait pas que Paul Marchand se cachait pour mourir en paix. Au fil des années, j'ai appris à vivre avec ma double identité. Paul Marchand travaillait, payait ses impôts, saluait ses voisins. Georges Dumont, lui, survivait dans un coin de ma mémoire, gardien des souvenirs interdits. Parfois, en me promenant sur les remparts de Brest, face à l'océan, je me demandais ce qu'étaient devenus mes enfants. Héloïse avait dû passer son bac, entrer à l'université. Laurent était devenu adolescent, puis jeune homme. J'imaginais leur vie sans moi. Héloïse, professeure de philosophie, peut-être mariée, peut-être mère. Laurent, ingénieur ou architecte comme son père. Isabelle qui avait refait sa vie, qui était heureuse. Ces images me réchauffèrent le cœur et me brisaient à la fois. En 1990, 8 ans après ma disparition, j'ai croisé par hasard un ancien collègue dijonnais en vacances à Brest. Il ne m'a pas reconnu. Paul Marchand avait pris du poids, porté la barbe, changé sa façon de s'habiller. Mais moi, je l'ai reconnu. Et surtout, je l'ai entendu parler de la famille Dumont au téléphone avec sa femme. Tu te souviens de Georges Dumont, l'architecte qui a plaqué sa famille? Sa fille vient de décrocher l'agrégation de philo. Brillante, paraît-il. Le fils travaille dans le vin en Bourgogne. Et Isabelle, pauvre Isabelle, elle ne s'est jamais remise. Elle n'a jamais refait sa vie. Cette nouvelle m'a détruit et réconforté en même temps. Détruit parce qu'Isabelle souffrait encore. Réconforté parce que mes enfants allaient bien, qu'ils avaient réussi leur vie. Héloïse était devenue ce qu'elle rêvait d'être. Laurent avait trouvé sa voie. Ils avaient survécu à l'abandon de leur père. Ils étaient libres. Les années ont passé. Paul Marchand a vieilli tranquillement à Brest, devenant ce vieux monsieur discret que tout le monde apprécie sans vraiment le connaître. La maladie a évolué lentement, plus lentement que prévu. Quelques troubles moteurs, des difficultés d'élocution occasionnelles, rien de spectaculaire. J'ai eu de la chance, si on peut dire ça comme ça. Vers mes 60 ans, j'ai pris ma retraite. Officiellement, Paul Marchand était un ancien employé du BTP, célibataire, sans famille. Officieusement, j'étais un père qui avait choisi de mourir pour que ses enfants puissent vivre. Et puis, il y a 6 mois, tout a basculé. J'étais chez mon médecin traitant à Brest, le docteur Le Gall, pour un contrôle de routine. Un homme bien, qui me suivait depuis 15 ans, sans jamais poser de questions indiscrètes. Ce jour-là, après avoir examiné mes dernières analyses, il m'a regardé avec gravité. « Monsieur Marchand, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Mon cœur s'est arrêté. Après 43 ans de sursis, la maladie de Huntington était-elle enfin en train de me rattraper? Vous avez un cancer du pancréas. Métastasé. Je suis désolé, mais il ne vous reste que quelques mois. Ironique, n'est-ce pas? J'avais fui une maladie génétique pour mourir d'un cancer banal. 43 ans de vie en sursis pour finir emporté par autre chose. Le destin a parfois le sens de l'humour. Combien de temps? J'ai demandé, comme 43 ans plus tôt dans le bureau du docteur Béranger. 6 mois, peut-être moins. Nous pouvons essayer une chimiothérapie palliative, mais à votre âge, j'ai refusé. Après une vie passée à fuir la déchéance physique, je n'allais pas me battre contre un cancer à 80 ans. J'avais eu ma part de bonheur tranquille à Brest. Il était temps de fermer le livre de Paul Marchand. Mais avant de mourir, il fallait que je sache ce qu'étaient devenus mes enfants, que je sache si mon sacrifice en valait la peine. C'est un ami brestois, ancien journaliste, qui m'a aidé sans le savoir. Je lui ai raconté que je cherchais à retrouver une ancienne connaissance dijonnaise pour lui rendre des affaires.
Il a fait quelques recherches sur Internet. Héloïse Dumont. Oui, je l'ai trouvée. Professeure de philosophie à la retraite. Elle habite Dijon. Célibataire, apparemment. Elle a hérité de la maison familiale, rue des Forges, l'année dernière, après la mort de sa mère. Isabelle était morte. Mon Isabelle était morte sans que j'aie pu lui demander pardon, sans que j'aie pu lui expliquer. Cette nouvelle m'a anéanti. Pendant 43 ans, j'avais vécu avec l'idée qu'un jour, peut-être, je pourrais lui dire la vérité. Maintenant, il était trop tard. Et Laurent Dumont, il a un domaine viticole en Bourgogne, marié, 2 enfants. Il a l'air de bien s'en sortir. Laurent était père, j'étais grand-père sans le savoir. Cette pensée m'a rempli d'une joie amère. Mes petits-enfants ne sauraient jamais qu'ils en avaient un. Mais ils existent, ils sont en bonne santé, ils sont heureux. Mon sacrifice n'avait pas été vain. C'est alors que j'ai pris ma décision. Avant de mourir, je devais m'assurer qu'Héloïse et Laurent comprennent. Pas pour qu'ils me pardonnent, le pardon, je ne le mérite pas. Mais pour qu'ils sachent qu'ils n'ont pas été abandonnés par lâcheté. Pour qu'ils sachent qu'ils ont été aimés au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. J'ai préparé minutieusement mon retour à Dijon. Pas comme Georges Dumont ressuscité, ça c'était impossible, mais comme Paul Marchand, un vieil homme qui avait connu leur père autrefois et qui venait apporter des souvenirs de jeunesse. J'ai rassemblé tout ce qui me restait de ma vie d'avant. Quelques photos que j'avais cachées, mes diplômes d'architecte et surtout le dossier médical de 1982. Le diagnostic de la maladie de Huntington que j'avais gardé comme une relique maudite. La preuve de mon sacrifice. Hier matin, je suis monté dans le train pour Dijon. 43 ans après avoir fait le voyage inverse, Georges Dumont rentrait chez lui pour mourir. L'arrivée en gare de Dijon m'a bouleversé plus que je ne l'avais imaginé. 43 ans après avoir fui cette ville, j'y revenais comme un étranger dans ma propre vie. Les quais avaient changé, modernisé, mais l'odeur était la même. Ce mélange de gasoil, de croissants chauds et de ce parfum particulier de la Bourgogne que je n'avais jamais retrouvé à Brest. J'avais réservé une chambre dans un petit hôtel près de la place de la République, loin de mes anciens quartiers. Il fallait que je reconnaisse les lieux, que je prépare ma rencontre avec Héloïse. Car oui, j'allais la voir. Pas pour me faire pardonner, ça, c'était impossible. Mais pour lui donner cette vieille boîte en bois que j'avais apportée de Brest, avec à l'intérieur la vérité sur mon départ. Le premier soir, je suis resté enfermé dans ma chambre d'hôtel, incapable de sortir. Par la fenêtre, je voyais les toits de Dijon, cette ville où j'avais été heureux, où Georges Dumont avait vécu les plus belles années de sa vie. J'ai commandé un plateau repas et j'ai passé la soirée à relire mes anciens papiers médicaux, à me préparer psychologiquement. Le lendemain matin, j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis parti en reconnaissance. Direction la rue des Forges, ma rue, notre rue. Le trajet en bus m'a paru durer une éternité. À chaque arrêt, je reconnaissais des bâtiments, des commerces. Certains avaient changé, d'autres étaient exactement comme dans mes souvenirs. Quand je suis arrivé rue des Forges, j'ai eu un choc. Notre maison était là, notre belle maison bourgeoise avec son jardinet devant. Mais elle paraissait plus petite, plus vieille. La peinture des volets s'écaillait, le portail en fer forgé était rouillé. Dans le jardin, je ne voyais plus le tilleul sous lequel nous prenions le café l'été. Il avait dû être coupé. J'ai attendu, caché derrière un arbre, comme un voleur, comme un fantôme de sa propre vie. Vers 10 heures du matin, j'ai vu une femme sortir de la maison, une femme d'une 60aine d'années, cheveux gris tirés en chignon, vêtue d'un manteau sombre. Elle marchait d'un pas décidé, le dos droit, la tête haute. C'était elle. C'était Héloïse. Ma petite fille était devenue une femme, puis une femme mûre. Le temps avait passé si vite et si lentement à la fois. Je l'ai reconnue immédiatement. Elle avait gardé ce port de tête altier, cette façon de marcher comme si elle portait le monde sur ses épaules. Mais son visage s'était durci. Il y avait une amertume dans ses traits que la jeune fille de 16 ans n'avait pas. Je l'ai suivie à distance, comme un détective privé qui enquête sur sa propre famille. Elle est allée à la pharmacie, puis chez le boulanger.
la même boulangerie où j'achetais des pains au chocolat pour les goûters de Laurent. Elle saluait les commerçants poliment, mais froidement. Pas de sourire, pas de bavardage. Une femme seule qui fait ses courses par obligation. Plus tard, en fin d'après-midi, j'ai eu la surprise de voir Laurent arriver. Mon fils. Mon petit garçon de 12 ans était devenu un homme de 55 ans, avec des cheveux grisonnants et un léger embonpoint. Il conduisait une belle voiture, portait des vêtements de qualité. Visiblement, ses affaires marchaient bien. Je me suis caché plus loin et je les ai observés par la fenêtre du salon. Cette même fenêtre où Isabelle et moi regardions les enfants jouer dans le jardin. Héloïse et Laurent étaient assis face à face, avec des papiers étalés sur la table. Ils semblaient discuter affaires. Héritage, probablement. Leurs gestes étaient tendus, leurs visages fermés. Même entre eux, mes enfants ne semblaient pas proches. Soudain, j'ai vu Laurent se lever brusquement et pointer du doigt un cadre posé sur la cheminée. Un cadre que je n'arrivais pas à distinguer d'où j'étais, mais qui les faisait manifestement s'énerver tous les deux. Héloïse a secoué la tête avec véhémence. Laurent a haussé le ton. Puis il a pris le cadre et l'a retourné face contre le meuble d'un geste rageur. C'était notre photo de famille, j'en étais sûr. Cette photo prise au printemps 1981, un an avant mon départ, où nous étions tous les quatre souriants devant la maison. Laurent venait de la retourner pour ne plus voir le visage de son père. Même 43 ans après, la plaie était encore vive. Cette scène m'a brisé le cœur, mais elle m'a aussi rassuré. Mes enfants étaient encore capables de souffrir de mon absence. Cela signifiait qu'ils étaient aussi capables de comprendre, peut-être même de pardonner, le jour où ils sauraient la vérité. Laurent est reparti 1 heure plus tard, après un au revoir froid avec sa sœur. Pas d'embrassade, juste une poignée de main rapide. La mort d'Isabelle et l'héritage de la maison familiale avaient visiblement rouvert des blessures anciennes entre eux. J'ai passé 3 jours à épier ma propre famille, comme un malade. 3 jours à essayer de reconstituer leur vie, à imaginer ce qu'ils avaient vécu pendant ces 43 années. Le 4e jour, j'ai décidé qu'il était temps d'agir. J'avais préparé mon histoire de couverture. Paul Marchand, ancien ami de jeunesse de Georges Dumont, qui avait gardé des affaires personnelles de son copain d'enfance et souhaitait les remettre à sa famille. Une histoire simple, crédible. J'avais même préparé de faux souvenirs, des anecdotes sur Georges enfant que je pourrais raconter si Héloïse me posait des questions. Le plus difficile avait été de préparer le contenu de la boîte. J'y avais mis mes anciens diplômes d'architecte, quelques photos de nous 4 prises avant 1982 et surtout le dossier médical. Mais pas n'importe comment. J'avais codé les informations importantes dans un langage que seule Héloïse pouvait comprendre. Vous voyez, ma fille avait toujours adoré les énigmes, les codes secrets. Quand elle était petite, nous nous amusions à nous écrire des messages cryptés en utilisant des références philosophiques ou littéraires. C'était notre jeu à nous, notre complicité de père à fille intellectuelle. J'espérais qu'elle s'en souviendrait. Dans le dossier médical, j'avais glissé des annotations en marge, écrites de ma main, qui formaient un message codé. Sacrifice d'Abraham, éthique du Caire, responsabilité pour autrui. Des concepts philosophiques qu'elle connaissait par cœur et qui, mis bout à bout, racontaient mon histoire. Le sacrifice d'un père pour ses enfants, l'éthique du soin poussée à l'extrême, la responsabilité morale qui m'avait poussé à disparaître. J'ai sonné chez elle un jeudi matin vers 10 heures. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'elle l'entende. 43 ans que j'attendais ce moment. 43 ans à imaginer ces retrouvailles impossibles. La porte s'est ouverte et j'ai vu le visage de ma fille de près, pour la première fois depuis qu'elle était adolescente. Elle avait vieilli, bien sûr, mais elle était toujours belle. Toujours cette intelligence vive dans le regard, cette façon de vous jauger en 1 seconde. Sauf que maintenant, son regard était dur, méfiant. « Oui », m'a-t-elle dit d'une voix sèche. « Mademoiselle Dumont, je suis Paul Marchand. J'étais un ami de votre père quand nous étions enfants, à Dijon. J'aimerais vous remettre quelques affaires qui lui appartenaient. »
Son visage s'est fermé instantanément. Elle a reculé d'un pas, comme si je venais de la gifler. Mon père est mort pour moi depuis longtemps, monsieur. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. C'est là qu'elle a prononcé cette phrase terrible que je vous ai répétée au début. Mon père est mort pour moi depuis longtemps. Entendre sa propre fille déclarer votre mort avec tant de froideur, c'est quelque chose qu'aucun parent ne devrait jamais vivre. Même si c'était exactement ce que j'avais voulu. Mais je ne pouvais pas abandonner maintenant, pas si près du but. Je comprends votre réaction, mademoiselle. Votre père m'avait expliqué sa décision. Je n'approuvais pas, mais c'était son choix. Aujourd'hui, je suis un vieil homme, et j'ai pensé que ces affaires vous revenaient de droit, à vous et votre frère. Elle m'a regardé avec suspicion. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, monsieur Marchand? Si c'est de l'argent. Je ne veux rien, mademoiselle. Je veux juste m'acquitter d'une promesse faite à un ami d'enfance. J'ai sorti la boîte en bois de mon sac. Une simple boîte à cigares ancienne, patinée par le temps. Elle l'a regardée comme si c'était un serpent venimeux. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des photos, des diplômes, des papiers personnels. Rien d'extraordinaire. Mais Georges tenait à ce que vous les ayez. Georges, sa voix avait changé. Plus aiguë, presque enfantine. Vous l'appeliez Georges? J'ai réalisé ma bourde. Personne, à part la famille, ne l'appelait Georges. Tout le monde disait Monsieur Dumont ou Dumont tout court. Seule Isabelle et les enfants l'appelaient Georges. Nous étions très proches quand nous étions enfants. J'ai bégayé. Nos familles se connaissaient bien. Elle m'a fixé longuement, en silence. J'ai cru qu'elle allait me claquer la porte au nez. Puis, finalement, elle a tendu la main. Donnez-moi cette boîte, mais je ne veux plus vous voir. Vous comprenez? Plus jamais. J'ai posé la boîte dans ses mains. Nos doigts se sont effleurés une seconde. Sa peau était froide, mais c'était la peau de ma fille. Pour la première fois depuis 43 ans, j'ai touché ma fille. Il vous aimait beaucoup, vous savez, j'ai murmuré malgré moi. Elle a eu un rire amer. Il avait une drôle de façon de le montrer, et elle a fermé la porte. Je suis resté planté devant cette porte close pendant plusieurs minutes, bouleversé. C'était fait. J'avais remis la boîte. Maintenant, tout dépendait d'Héloïse. Soit elle jetterait tout à la poubelle sans regarder, soit elle prendrait le temps d'examiner le contenu et de décoder mon message. Je suis retourné à l'hôtel en titubant. Cette confrontation m'avait vidé de toutes mes forces. Dans ma chambre, je me suis effondré sur le lit et j'ai pleuré. Pleuré de voir ma fille si dure, si amère. Pleuré de constater les dégâts que ma disparition avait causés. Pleuré de comprendre qu'il était peut-être trop tard pour réparer quoi que ce soit. Mais j'avais fait ce que j'étais venu faire. Le reste ne dépendait plus de moi. Les 2 jours suivants ont été un calvaire d'attente. Je n'osais pas ressortir de l'hôtel, de peur de croiser Héloïse dans la rue. Je restais dans ma chambre, à regarder par la fenêtre, à me demander si elle avait ouvert la boîte, si elle avait compris. Le samedi après-midi, mon téléphone a sonné. J'avais laissé mon numéro sur un petit papier dans la boîte, au cas où. Mon cœur a fait un bond quand j'ai vu un numéro dijonnais s'afficher. « Allô, monsieur Marchand ?» C'est Héloïse Dumont. Sa voix était différente, plus douce, plus troublée. « Oui, il faut qu'on se parle. Vous pouvez venir ? Maintenant, maintenant. » J'ai raccroché, pris mes affaires, et je suis parti immédiatement. Le trajet jusqu'à la rue des Forges m'a paru interminable. Qu'est-ce qu'elle avait découvert? Avait-elle décodé mon message? Ou bien m'avait-elle démasqué? Quand elle m'a ouvert la porte, j'ai tout de suite vu qu'elle avait pleuré. Ses yeux étaient rouges, gonflés. Sur la table du salon, j'ai aperçu la boîte ouverte, son contenu étalé. Les photos, les diplômes, et surtout, le dossier médical avec mes annotations. « Entrez », m'a-t-elle dit d'une voix blanche. Je suis entré dans le salon de ma jeunesse. Tout avait changé. Les meubles, la décoration, l'atmosphère. Seule la cheminée était la même, avec ce cadre retourné que j'avais vu l'autre jour. Notre photo de famille, face contre le mur. « Asseyez-vous », m'a-t-elle dit en me désignant un fauteuil. Je me suis assis, les jambes tremblantes. Elle s'est installée en face de moi, le dossier médical à la main. « Qui êtes-vous vraiment ?»
m'a-t-elle demandé d'une voix très calme. Je vous l'ai dit, je suis Paul Marchand, un ami de votre père. Arrêtez, a-t-elle explosé soudain. Arrêtez de mentir. Paul Marchand n'a jamais existé. J'ai vérifié. Aucun Paul Marchand né en 1944 à Dijon. Aucun Paul Marchand dans l'annuaire de Brest. Vous êtes un fantôme. Elle s'est levée et a commencé à faire les 100 pas dans le salon. Et puis, il y a ça, a-t-elle dit en brandissant le dossier médical. Cette maladie de Huntington, cette signature illisible, et surtout, ces annotations dans les marges. Sacrifice d'Abraham, éthique du Caire, responsabilité pour autrui. Vous savez qui m'a appris ces concepts? Qui m'a expliqué l'histoire d'Abraham qui acceptait de sacrifier son fils? Qui m'a fait découvrir l'éthique du Caire et la responsabilité pour autrui? Elle s'est arrêtée devant moi, les larmes aux yeux. Mon père, mon salaud de père qui nous a abandonnés, m'a appris tout ça quand j'étais petite. Et ces annotations, elles sont écrites de la main de quelqu'un qui connaît mes références philosophiques par cœur. Quelqu'un qui sait exactement quel code utiliser pour que je comprenne. J'ai baissé la tête. Elle avait tout compris. Ma fille brillante avait décodé mon message. Alors je vous le redemande. Qui êtes-vous? J'ai relevé les yeux vers elle. Cette femme de 60 ans qui me regardait avec un mélange de colère et de supplication. Cette petite fille qui me demandait autrefois de lui expliquer Kant et Nietzsche. Je suis votre père, Héloïse. Le silence qui a suivi a duré une éternité. Héloïse s'est rassise lentement comme si ses jambes ne la portaient plus. « Papa » a-t-elle murmuré d'une voix d'enfant. « Oui, ma chérie, c'est moi. » Elle m'a regardé intensément, scrutant chaque trait de mon visage, cherchant l'homme de 38 ans dans ce vieillard de 81 ans. « Mon Dieu, c'est vraiment toi. » Puis, soudain, sa voix a changé, redevenue dure, accusatrice. 43 ans. 43 ans que tu nous laisses croire que tu nous as abandonnés. 43 ans que maman pleure. Que Laurent et moi ont grandi en se demandant ce qu'on avait fait de mal. Et tu reviens maintenant? Maintenant que maman est morte sans avoir jamais su? Elle s'est levée d'un bond, furibonde. Tu sais ce qu'elle disait avant de mourir? Peut-être qu'il reviendra pour mes funérailles. Elle t'attendait encore, papa. À 80 ans, avec Alzheimer, elle t'attendait encore. Ces mots m'ont transpercé le cœur. Isabelle qui m'attendait jusqu'à la fin. Isabelle qui avait gardé espoir pendant 43 ans. J'ai fermé les yeux, incapable de soutenir le regard de ma fille. Je sais, j'ai murmuré. Je sais que j'ai fait du mal. Mais il fallait que je vous protège. Nous protéger? Nous protéger de quoi? Je lui ai montré le dossier médical. De ça. De cette maladie, de la peur de l'attendre, de la culpabilité de la transmettre. Mais enfin, papa, on aurait pu t'aider. On aurait pu vivre ces années ensemble. Tu n'avais pas le droit de décider pour nous. Si, j'avais le droit. J'ai répondu avec plus de fermeté. J'avais le droit de père. Le droit de vous épargner l'horreur de me voir dépérir. Le droit de vous donner une chance de vivre sans cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Quelle épée de Damoclès? La maladie de Huntington est héréditaire, Héloïse. Vous aviez une chance sur deux, Laurent et toi, de l'attraper. Une chance sur deux de finir comme moi. Et vos enfants aussi. Et leurs enfants. Elle s'est rassise, soudain livide. Une chance sur deux? Une chance sur deux? Si j'étais resté, vous auriez passé votre vie à guetter les premiers symptômes. Chaque tremblement, chaque oubli, chaque maladresse aurait été un cauchemar. Vous n'auriez jamais osé avoir d'enfants, de peur de leur transmettre cette malédiction. Vous auriez vécu dans la terreur. Mais, et toi, tu l'as cette maladie? Les symptômes ont commencé vers mes 40 ans, légers, discrets. Mais oui, je l'ai. Alors pourquoi tu n'es pas mort? Grabataire? J'ai eu de la chance. La maladie a évolué très lentement. Et puis, j'ai un cancer maintenant. Il ne me reste que quelques semaines. Elle a porté ses mains à sa bouche, horrifiée. Papa, oh mon Dieu, papa. C'est pour ça que je suis revenu, Héloïse, pour que tu saches. Pour que Laurent sache. Vous n'avez pas été abandonné par lâcheté. Vous avez été aimé au point qu'un père a préféré mourir plutôt que de vous voir souffrir. Le silence est retombé entre nous.
Héloïse fixait le dossier médical, essayant de digérer cette révélation. Laurent, il faut prévenir Laurent, il a des enfants. Je sais. C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez des tests génétiques tous les deux, pour savoir si vous êtes porteur, pour protéger vos descendants. Et si on l'a, si vous l'avez, au moins vous le saurez. Vous pourrez prendre des décisions éclairées. Aujourd'hui, il y a des traitements, des accompagnements. En 1982, il n'y avait rien. Héloïse s'est levée et a commencé à tourner en rond dans le salon. Je ne sais pas quoi penser, papa. Je ne sais pas si je dois te remercier ou te haïr. 43 ans. 43 ans de mensonges. Pas de mensonges. De protection. C'est pareil. Elle s'est arrêtée devant la cheminée et a pris le cadre retourné. Elle l'a remis à l'endroit. Notre photo de famille. Nous quatre, souriants, heureux, inconscients de ce qui nous attendait. « Regarde-nous », a-t-elle murmuré. « Regarde comme on était heureux. Tu as détruit ça. Tu as détruit notre famille. J'ai sauvé votre avenir. » Notre avenir? Quel avenir? Laurent et moi, on ne se parle presque plus. On ne s'est jamais remis de ton départ. Maman a vécu seule pendant 43 ans. Moi, je ne me suis jamais marié parce que j'avais peur qu'un homme me quitte comme tu nous as quittés. Laurent a épousé une femme qu'il n'aime pas vraiment, juste pour reconstruire la famille qu'on avait perdue. Tu appelles ça sauver notre avenir? Chaque mot était un coup de poignard. Ma fille avait raison. Mon sacrifice n'avait peut-être sauvé personne. Il avait juste détruit une famille pour en épargner les souffrances futures. Je pensais bien faire. J'ai murmuré. Je sais, papa. Je sais que tu pensais bien faire. C'est ça le plus terrible. Tu nous as abandonnés par amour. Elle s'est approchée de moi, a tendu la main vers mon visage, puis s'est ravissée. Il faut que j'appelle Laurent. Il faut qu'il sache. Tu crois qu'il voudra me voir? Je ne sais pas, Laurent. Laurent t'en veut encore plus que moi. Il dit que tu es un lâche, que tu as fui tes responsabilités. Apprendre la vérité va le détruire. Ou le libérer, ou le détruire, a-t-elle répété. Elle a pris son téléphone, hésité un long moment, puis composé le numéro de son frère. L'attente de l'arrivée de Laurent a été la plus longue de ma vie. Héloïse avait raccroché après une conversation tendue de quelques minutes. « Il arrive », m'a-t-elle dit simplement. Il était chez lui dans son domaine. Il sera là dans 1 heure. Je lui ai juste dit que c'était urgent, qu'il fallait qu'il vienne tout de suite. Je n'ai pas pu lui dire au téléphone. Pas ça, pas comme ça. Elle s'est assise en face de moi, nous laissant dans un silence pesant. 43 ans de non-dit entre nous et 1 heure pour tout rattraper. Mais par où commencer? Comment résumer une vie de mensonges et de sacrifices? Raconte-moi, a-t-elle fini par dire. Raconte-moi ces 43 ans. Qu'est-ce que tu es devenu? Paul Marchand, j'ai répondu. Un homme discret à Brest. Un employé du bâtiment sans histoire. Un fantôme. Tu as été heureux? La question m'a surpris par sa simplicité. Heureux? Qu'est-ce que ça signifiait pour un mort vivant? Non, j'ai avoué. Mais j'ai eu la paix. La paix de savoir que vous étiez libre de vivre vos vies sans le poids de ma maladie. Sans le poids de notre père, tu veux dire. C'est pareil. Non, papa, ce n'est pas pareil. Un père malade, c'est toujours un père. Un père qui disparaît, c'est un fantôme qui hante toute une famille. Elle avait raison, évidemment. Mais sur le moment, en 1982, ça m'avait paru être la seule solution. Le seul moyen de leur épargner l'horreur. Tu pensais à nous, pendant toutes ces années? Chaque jour, chaque nuit. Vous étiez ma seule raison de continuer à vivre. Savoir que quelque part, Héloïse et Laurent Dumont existaient, qu'ils étaient heureux, qu'ils avaient réussi leur vie. Mais on n'était pas heureux, papa. On était brisés. Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle. 43 ans de sacrifice pour rien. 43 ans de solitude qui n'avaient épargné personne. Maman, j'ai commencé. Maman t'a attendu, m'a coupé Héloïse. Même quand l'Alzheimer l'a prise, même quand elle ne reconnaissait plus personne, elle demandait après « Georges ». Elle gardait ta place à table, elle parlait de toi au présent.
comme si tu étais juste parti en voyage. Chaque révélation était pire que la précédente. Isabelle qui m'attendait. Isabelle qui avait gardé ma place à table pendant 43 ans. J'ai fermé les yeux pour retenir mes larmes. Et Laurent a tout fait pour t'effacer. Il a refusé de faire de l'architecture alors qu'il adorait dessiner. Il a repris le domaine viticole de son beau-père pour ne rien te devoir. Il interdit qu'on prononce ton nom devant ses enfants. Pour eux, leur grand-père paternel n'a jamais existé. Mes petits-enfants qui ne connaîtraient jamais mon existence. C'était exactement ce que j'avais voulu, et pourtant, ça me déchirait. Le bruit d'une voiture dans la rue nous a fait sursauter tous les deux. Héloïse s'est levée pour regarder par la fenêtre. C'est lui. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Dans quelques secondes, j'allais revoir mon fils. Mon petit Laurent de 12 ans, devenu un homme de 55 ans. Un homme qui me haïssait sans connaître la vérité. La porte d'entrée a claqué. J'ai entendu ses pas dans le couloir, rapide, inquiet. « Héloïse, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait peur au téléphone. » Il est entré dans le salon sans me voir d'abord, concentré sur sa sœur. Puis son regard est tombé sur moi et il s'est figé. Laurent, mon Laurent. Il avait gardé ce regard vif, cette façon de plisser les yeux quand il réfléchissait. Mais son visage s'était endurci, marqué par les années et l'amertume. Il portait un costume de bonne coupe, des chaussures de cuir italiennes. Visiblement, ses affaires marchaient bien. « Qui c'est ?» a-t-il demandé à Héloïse sans me quitter des yeux. Héloïse a regardé vers moi, puis vers son frère, paralysé. Comment annoncer une chose pareille? « Laurent » a-t-elle commencé. « Qui c'est » a-t-il répété plus sèchement. J'ai pris la parole avant qu'Héloïse soit obligée de le faire. « Bonjour, Laurent. » Sa réaction a été immédiate. Il a blêmi, puis rougi, puis ses poings se sont serrés. « Non » a-t-il murmuré. « Non, c'est pas possible. »« Laurent, écoute-moi. »« a-t-il explosé. « Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de débarquer comme ça, après ce que tu nous as fait. » Il s'est tourné vers Héloïse, furibond. « Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi tu l'as fait entrer? Il faut que tu saches, Laurent. Il faut que tu comprennes pourquoi il est parti. Je sais pourquoi il est parti. Parce que c'est un lâche. Parce qu'il préférait sa petite liberté à sa famille. » Laurent tremblait de rage. 43 ans de colère qui remontaient à la surface d'un coup. « Tu sais ce que maman a fait après ton départ ?» m'a-t-il lancé au visage. « Elle a gardé tes affaires dans notre chambre pendant 10 ans. 10 ans. Elle lavait tes chemises, elle repassait tes costumes, elle changeait les draps de ton lit chaque semaine. Comme si tu allais revenir. » Chaque mot me transperçait le cœur. Isabelle qui entretenait mes vêtements comme un sanctuaire. Isabelle qui refusait d'admettre que j'étais parti pour de bon. Et nous, tu sais ce qu'on a vécu? Tu sais ce que c'est de grandir en se demandant si son père va revenir? De voir sa mère qui dépérit en l'attendant? De mentir aux copains d'école qui demandent où il est? Laurent, s'il te plaît, écoute-le, a supplié Héloïse. L'écouter dire quoi? Qu'il regrette? Qu'il s'excuse? Il est trop tard, 43 ans trop tard. Il s'est dirigé vers la porte, mais Héloïse l'a rattrapé par le bras. Il était malade, Laurent. Papa était malade. Laurent s'est arrêté net. Malade? Regarde, a dit Héloïse en lui tendant le dossier médical. Regarde ça. Laurent a pris les papiers avec méfiance, les a parcourus rapidement. Je voyais son visage changer au fur et à mesure qu'il lisait. La colère cédait la place à la confusion, puis à l'incompréhension. Maladie de Huntington, 1982. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Une maladie génétique, j'ai expliqué doucement. Dégénérative, incurable et héréditaire. Héréditaire? Tu as une chance sur 2 de l'avoir, Laurent. Comme Héloïse, et tes enfants aussi. Il s'est laissé tomber dans un fauteuil, les papiers à la main, complètement abasourdi. Une chance sur 2. C'est pour ça que je suis parti. Pour que vous n'ayez pas à vivre dans la peur. Pour que vous ne me voyiez pas mourir petit à petit. Mais enfin, papa, a exploré Laurent en se relevant d'un bond.
Tu n'avais pas le droit de décider ça tout seul. On aurait pu t'aider. On aurait pu affronter ça ensemble. Non, j'ai répondu fermement. Non, vous n'auriez pas pu. Vous auriez passé votre vie à attendre les premiers symptômes, à surveiller le moindre tremblement, à vous demander si vos enfants allaient hériter de cette malédiction. Vous n'auriez jamais été libre. Libre? Laurent a eu un rire amer. Tu appelles ça libre? Moi qui me suis marié avec une femme que j'aime à peine, juste pour reconstruire ce que tu avais détruit. Héloïse qui n'a jamais voulu d'enfant, de peur qu'un homme l'abandonne comme tu nous as abandonnés. Maman qui a vécu seule pendant 43 ans? Tu appelles ça la liberté? Ces mots m'ont frappé comme des coups de marteau. Mes enfants qui avaient passé leur vie à réparer les dégâts de mon départ. Laurent marié sans amour. Héloïse célibataire par peur. Isabelle seule et fidèle jusqu'à la mort. Je croyais bien faire. J'ai murmuré. Tu croyais bien faire. Laurent s'est mis à faire les 100 pas dans le salon. Tu croyais bien faire en nous laissant des lettres cruelles où tu disais que tu ne nous aimais plus. Tu croyais bien faire en disparaissant comme un voleur. Tu croyais bien faire en laissant maman se détruire en t'attendant. Il fallait que vous puissiez me haïr. J'ai explosé à mon tour. Il fallait que vous puissiez m'oublier et passer à autre chose. Si je vous avais dit la vérité, vous auriez voulu rester avec moi, me soigner, vous sacrifier pour moi. Je ne pouvais pas vous imposer ça. Nous imposer quoi? L'amour, la fidélité, la solidarité familiale. La souffrance, vous épargnez la souffrance de me voir mourir. Mais on a souffert quand même, papa, a crié Héloïse en se mettant entre nous. On a souffert pendant 43 ans, et maman aussi. Tu n'as épargné personne. Le silence est retombé dans le salon. Nous étions tous les trois épuisés par cet échange d'accusations et de justifications. 43 ans de malentendus qui explosaient d'un coup. Laurent s'est rassis lourdement, la tête dans les mains. Et maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, vous devez faire des tests génétiques, j'ai dit, pour savoir si vous êtes porteur, pour protéger vos enfants. Et toi? A demandé Héloïse. Tu as dit que tu étais malade. Cancer du pancréas. Il me reste quelques semaines. Laurent a relevé la tête brusquement. Quelques semaines? Quelques semaines. Et tu reviens maintenant? À l'agonie? Pour nous dire quoi? Au revoir? Pour vous dire que vous avez été aimé, que vous n'avez jamais été abandonné, que chaque jour de ces 43 ans, j'ai pensé à vous, j'ai prié pour votre bonheur, en nous laissant croire qu'on était des enfants indésirables, a murmuré Laurent, en vous épargnant le fardeau d'un père mourant. Nous nous sommes regardés longuement, mes 2 enfants et moi, 43 ans à rattraper en quelques heures, toute une vie de mensonges à démêler. « Je peux vous poser une question ?» a dit Laurent au bout d'un moment. « Bien sûr. Tu l'as, cette maladie? Les symptômes, ils ont commencé ?» J'ai hésité. Leur avouer que j'avais vécu 40 ans avec cette épée de Damoclès, que les symptômes avaient été discrets, que j'avais eu de la chance, ou continuer à porter seul ce fardeau. Oui, j'ai fini par dire, vers mes 40 ans, mais j'ai eu de la chance. Évolution très lente. Tu as souffert? Pas physiquement, moralement. Ça, c'est une autre histoire. Laurent s'est levé et a commencé à regarder les photos étalées sur la table. Des photos de nous 4, avant la catastrophe. Il a pris celle du printemps 1981, notre dernière photo de famille. « Regarde-nous », a-t-il dit. « Regarde comme on avait l'air heureux. Vous l'étiez. On l'était tous, toi aussi. Oui, c'était les plus belles années de ma vie. Et tu as tout détruit pour nous protéger. J'ai tout donné pour vous protéger. » Laurent a reposé la photo et m'a regardé droit dans les yeux. « Tu sais ce qui me fait le plus mal dans tout ça? Dis-moi, c'est que tu aies eu raison. » Cette phrase m'a surpris. Héloïse aussi, visiblement. Raison. Si tu étais resté, si tu nous avais dit la vérité, on aurait effectivement passé notre vie dans l'angoisse. À te surveiller, à nous surveiller, à surveiller nos enfants. On n'aurait jamais vécu normalement. Mes enfants, il s'est arrêté ému. Mes enfants ont grandi insouciants. Ils ne savent rien de cette maladie.
Ils ont eu une enfance normale, heureuse. Si tu étais resté, ils auraient grandi dans la peur. Laurent, a murmuré Héloïse. Non, laisse-moi finir. Papa a eu raison sur le fond. Son sacrifice était logique, moral même, d'un certain point de vue. Mais il a eu tort sur la méthode. Il s'est tourné vers moi. Tu n'avais pas le droit de nous mentir. Tu n'avais pas le droit de nous laisser croire qu'on n'était pas aimés. Tu aurais dû trouver autre chose. Quoi d'autre? Comment disparaître de vos vies sans vous blesser? Je ne sais pas. Mais pas comme ça. Pas en nous faisant croire que tu étais un salaud. Héloïse s'est approchée de nous. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette vérité? On vit avec, a répondu Laurent. On fait les tests, on assume. Et on essaie de rattraper le temps perdu. Il n'y a plus de temps, j'ai dit doucement. Je vais mourir dans quelques semaines. Alors on profite de ces quelques semaines, a déclaré Héloïse avec fermeté. On parle, on se réconcilie, on apprend à se connaître. Tu veux que je reste? Je veux que tu rentres à la maison, papa. Ces mots m'ont bouleversé. Rentrer à la maison, retrouver ma place dans cette famille que j'avais quittée 43 ans plus tôt. Et les enfants de Laurent, ils vont apprendre l'existence d'un grand-père fantôme? Laurent a réfléchi un moment. On leur dira qu'on a retrouvé un vieil ami de la famille, quelqu'un qui a connu leurs grands-parents. Ils n'ont pas besoin de savoir tout de suite. Et plus tard, quand tu ne seras plus là, on verra. Peut-être qu'on leur dira la vérité, peut-être pas. On avisera. Les jours qui ont suivi ont été les plus étranges et les plus beaux de ma seconde vie. Je me suis installé dans un petit hôtel près de la rue des Forges, mais je passais mes journées dans la maison familiale avec Héloïse. Laurent venait nous voir tous les soirs après le travail. Nous avons parlé, énormément parlé. 43 ans de vie à rattraper, de malentendus à dissiper. Je leur ai raconté ma vie de Paul Marchand, mes années bretonnes, ma solitude choisie. Eux m'ont parlé de leur vie, de leur carrière, de leurs amours, de leurs enfants. J'ai appris qu'Héloïse était devenue une professeure de philosophie réputée, spécialisée dans l'éthique du Caire. Cette même éthique que j'avais mise en pratique en la quittant. L'ironie du sort. Ses élèves l'adoraient, ses collègues la respectaient. Elle avait eu une belle carrière, même si sa vie privée était restée vide. Laurent m'a parlé de son domaine, de ses vins, de sa réussite professionnelle. Il avait épousé Marie-Claire, une femme bien mais qu'il n'aimait pas passionnément, surtout pour donner une mère à ses enfants. Leurs 2 enfants, Antoine et Camille, 15 et 12 ans, le même âge qu'Héloïse et Laurent quand je les avais quittés, étaient des gamins épanouis qui ne savaient rien du drame familial. Un soir, Laurent les a amenés à la maison. J'ai rencontré mes petits-enfants sans qu'ils sachent qui j'étais vraiment. Monsieur Paul, l'ami de grand-maman Isabelle. Antoine ressemblait étrangement à Laurent au même âge, avec cette curiosité dévorante et cette envie de comprendre le monde. Camille avait le regard vif d'Héloïse, cette intelligence précoce qui brillait dans ses yeux. Les voir, leur parler, jouer aux cartes avec eux, c'était un bonheur que je n'avais jamais osé espérer. Mes petits-enfants qui ne sauraient jamais qui j'étais vraiment, mais qui me donneraient quelques semaines de joie pure avant de mourir. Héloïse et Laurent ont fait les tests génétiques. Une semaine d'attente atroce où nous avons tous vécu dans l'angoisse. Et puis les résultats sont tombés. Négatifs. Tous les 2. Ils n'avaient pas hérité de la maladie de Huntington. Mes petits-enfants non plus. La malédiction s'arrêtait avec moi. Quand Héloïse m'a annoncé la nouvelle, j'ai pleuré comme jamais de ma vie. 43 ans d'angoisse qui s'écroulaient d'un coup. Mon sacrifice n'avait peut-être pas été vain finalement. En disparaissant, j'avais épargné à mes enfants des années d'angoisse pour une maladie qu'ils n'avaient même pas. « Tu vois, papa, » m'a dit Laurent ce soir-là, « tu nous as protégés d'un mal qu'on n'avions pas, mais tu nous as aussi privés d'un père qu'on aimait. J'ai fait ce que je croyais le mieux. Je sais. Et au final, on s'en est sorti. Différemment, mais on s'en est sorti. Les semaines ont passé. Mon état s'est dégradé rapidement. Le cancer ne faisait pas de cadeau, mais j'ai eu la chance de finir ma vie entouré de mes enfants.
Héloïse venait me voir tous les jours. Laurent passait après le travail. Parfois, ils amenaient Antoine et Camille, qui égayaient mes derniers jours avec leur insouciance. Un matin, je ne me suis pas réveillé à l'hôtel. Héloïse m'a trouvé dans ma chambre, paisible, un sourire aux lèvres. J'étais parti dans mon sommeil, sans souffrance, après avoir eu le temps de me réconcilier avec mes enfants. Mes funérailles ont été étranges. Officiellement, on enterrait Paul Marchand, vieil ami de la famille Dumont. Officieusement, Héloïse et Laurent disaient adieu à leur père. Il y avait peu de monde. Quelques collègues d'Héloïse, quelques amis de Laurent, les enfants qui ne comprenaient pas pourquoi leur tante et leur père pleuraient autant pour ce Monsieur Paul, qu'ils connaissaient à peine. Mais Laurent a prononcé un discours qui restera gravé dans ma mémoire d'outre-tombe, si elle existe. Paul Marchand était un homme discret, qui avait choisi la solitude pour protéger ceux qu'il aimait. Certains appelleraient ça de la lâcheté. Moi, j'appelle ça de l'amour. Un amour si grand qu'il était prêt à accepter d'être haï pour épargner la souffrance à sa famille. Paul nous a appris qu'il y a parfois des sacrifices si difficiles qu'ils paraissent impossibles à comprendre. Mais l'amour véritable, c'est peut-être ça, être capable de renoncer à son bonheur pour celui des autres. Après l'enterrement, Héloïse et Laurent sont restés seuls devant ma tombe. Je les imagine se tenant la main. Mes deux enfants qui avaient retrouvé un père le temps de quelques semaines avant de le perdre définitivement. « Tu crois qu'il a eu raison ?» a dû demander Héloïse. « Je ne sais pas », a probablement répondu Laurent. « Mais je crois qu'il nous a aimés comme peu de pères savent aimer leurs enfants, au point de renoncer à eux pour les protéger. Et voilà, c'est fini. » L'histoire de Georges Dumont qui est devenu Paul Marchand pour sauver ses enfants d'une maladie qu'il n'avait même pas. L'histoire d'un père qui a choisi de mourir 2 fois plutôt que de voir souffrir sa famille. Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que j'ai eu tort? Je ne le saurai jamais. Ce que je sais, c'est que mes enfants ont vécu, qu'ils ont été libres, qu'ils n'ont pas passé leur vie dans l'angoisse d'une maladie héréditaire, que mes petits-enfants ont grandi insouciants et heureux. Le prix à payer a été lourd. 43 ans de mensonges. Une famille brisée puis recollée au dernier moment. Des vies gâchées par incompréhension. Isabelle qui m'a attendu jusqu'à sa mort. Héloïse célibataire par peur de l'abandon. Laurent marié sans amour. Mais mes enfants sont vivants. Mes petits-enfants sont en bonne santé. La maladie de Huntington ne ravagera pas ma descendance. À défaut d'être heureux, j'ai été utile. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais que ce n'était pas facile à entendre. Parfois, les histoires de famille sont plus compliquées qu'on ne l'imagine. Parfois, l'amour prend des visages si tordus qu'on ne le reconnaît plus. Mais il était là, croyez-moi. Il était là dans chaque jour de solitude, dans chaque nuit d'insomnie, dans chaque larme versée en secret. L'amour était là, même quand il ressemblait à de l'abandon. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Ai-je eu raison de disparaître pour protéger mes enfants ? Ou aurais-je dû rester et affronter la maladie en famille? L'amour justifie-t-il tous les sacrifices, même les plus cruels en apparence? Dites-le moi en commentaire. Votre avis compte pour moi, même de là où je suis maintenant.